Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. Et en ce début d'année 2021, nous nous retrouvons pour un nouveau numéro du format Super Friends. Super Friends, avec cet accent incroyable, c'est votre podcast qui vous amène à la rencontre de celles et ceux qui font vivre la culture comics, quelle que soit la façon dont ils ou elles le font. Et aujourd'hui, on est là pour vous parler du métier de traduction. Quelque chose qui n'est pas forcément mis tout le temps en avant dans le secteur, et pourtant c'est ô combien important pour le devenir d'un bouquin quand il arrive dans nos contrées après avoir traversé l'Atlantique. Et pour en parler aujourd'hui, nous avons la traductrice Marie-Paul Noël avec nous. Bonjour. Bonjour. Ah, tu es bien plus enthousiaste que moi qui essaie d'avoir une ambiance un petit peu feutrée, mais c'est bien un peu... Pardon, excusez-moi de vous réveiller. Voilà, c'est ça. Et Marie-Paul, on t'avait déjà reçu à la fin de l'année 2020 dans les back issues du reconfinement et dans le calendrier de l'Avent, et on avait teasé que tu seras de retour pour nous parler. Voilà, c'était du foreshadowing niveau maestro. Et justement, on est là donc aujourd'hui pour parler de traduction, de ce métier, de sa pratique. Le fait que tu sois traductrice aussi dans ce milieu, c'est important et on va y revenir après. Voilà, j'annonce un petit peu le programme. Et on en profite aussi pour aborder dans le dernier morceau un peu ton travail sur Alienated de Cy Spurrier et de Christian Wildgoose qui vient de sortir chez iComics, qui est dont ton dernier travail en date publié, ouais. Publié, hein, bien entendu, parce que tu travailles sur d'autres projets et on en reparlera d'ailleurs dans un autre podcast qui arrivera bientôt. Décidément, ce teasing est incroyablement bien fait. C'est trop fort. Ah, sur First Print, tu m'épates, oh là là. C'est assez génial. Mais on va commencer par le commencement. Marie-Paul Noël, bon, tu es Marie-Paul Noël, mais qui es-tu? Que fais-tu? Comment t'en es venue à travailler dans ce milieu fantastique de la bande dessinée américaine? Présente-toi un petit peu. Ah ouais, il faut que je raconte ma vie, la vache. Ah, bah c'est le principe des Super Friends, hein. C'était marqué dans le contrat que t'as signé, les petits caractères, je dois raconter ma vie. Je l'avais pas vu, je suis un tiers, je lis pas les contrats, ça sert à rien, tout le monde le sait. Comment je suis venue à bosser dans ce milieu? Bien écoute, j'ai fait des études de com métier du livre à la base, donc je suis rentrée dans une petite maison d'édition il y a plus de 15 ans de cela aujourd'hui. Donc j'ai fait pas mal de métiers différents de fait de travailler dans une toute petite maison d'édition au départ. Donc j'ai aussi bien fait de l'édito que de la correction, que de la presse, que de l'envoi de services de presse, que de l'événementiel. Et puis, ça faisait longtemps en fait que je voulais que je lis la BD et du comics depuis ma jeunesse. Et pourtant, je suis pas née dans une famille où on lisait forcément de la BD. Enfin, il y avait les classiques BD françaises, Tintin, évidemment, voilà. Astérix, tout ça. Boulet Bill. Oui, le Marsupilami, Spirou, le Scrameustache, Spirou, enfin voilà, plein. Le Scrameustache, là, tu me ramènes à des... Waouh. Les Schtroumpfs, enfin voilà. Et du coup, quand évidemment, à la fac où j'étais, je faisais donc édition et métier du livre, et j'étais la seule à bosser sur de la bande dessinée, donc c'était déjà mal vu, parce que tu comprends, la bande dessinée, c'est pas vraiment des livres. C'est pas de la vraie littérature, en fait. C'est ça qu'il faut quand même que les gens qui nous écoutent se mettent dans la tête, c'est que c'est pas... Voilà, il y a des images, quoi. S'il vous plaît. Tout à fait. En parallèle de ça, j'apprends l'anglais. En fait, j'apprends depuis que je suis toute petite. C'était une volonté de ma mère. Je veux dire, quand même à l'école primaire, j'allais passer tous mes mercredis chez une américaine qui habitait pas loin de chez nous, qui nous parlait en anglais toute la journée. On faisait des jeux, c'était des journées très fun. C'était absolument pas scolaire, etc. J'ai vécu en Irlande quand j'ai eu mon bac. J'ai dit fuck la fac. Je vais pas à la fac, allez tous vous niquer, excusez-moi pour les gros mots. Je crois que Marie-Paul, tu es l'intervenante la plus grossière de First Print depuis ses débuts. On avait Aurélien Vives qui nous avait gratifié d'un joyeux connard, effectivement, mais là tu... Pardon, mais oui, j'aime bien dire des gros mots. Et donc, du coup, je suis partie vivre 1 an en Irlande, où j'avais déjà fait pas mal de séjours dans des pays anglophones, donc je pratiquais déjà la langue. Et j'y suis retournée ensuite pour bosser pour un stage de BTS. Et après, paf, je me suis lancée dans le grand bain. Donc, quand j'ai eu mon diplôme, ma licence en maison d'édition, j'ai fait plusieurs maisons d'édition.
Et j'ai continué à lire du comics en VO et à aller dans des pays anglophones. Et donc, enfin voilà. Et petit à petit, j'en suis venue à la trad, puisqu'au final, comme je bossais déjà sur des comics, je bossais en édito comics. Le dernier job que j'ai eu avant d'être freelance, je travaillais sur déjà les adaptations, etc. Donc c'était un. Je saurais, c'est venu naturellement au final, quoi, de franchir le cap de traduction, quoi. C'était quoi tes lectures, justement tes premiers comics? Comment t'as mis un peu le pied dans la bande dessinée américaine, si t'arrives à t'en souvenir? Je suis pas sûre d'avoir envie de citer un titre. Je crois que c'était Gen 13. Ouais, Gen 13, oui, tout à fait. Tout premier Belle époque, les années 90, White Storm, tout ça. C'est ça. Et en vrai, j'ai eu une révélation aussi quand j'ai commencé à lire Strangers in Paradise de Terry Moore. Et la consécration pour moi, ça a quand même été de bosser et d'éditer la VF avec Thierry chez Delcourt, qui m'a laissé vraiment le travail éditorial, le choix aussi bien, enfin, de tout comment construire les 3 intégrales, etc. Enfin, tu vois, pour moi, ça a été c'était génial, la boucle 20 ans après, de faire ce bouquin-là, dans cette édition-là, dont je suis très fière aujourd'hui, quoi. Donc, voilà. Mais j'ai pas lu beaucoup de super-héros, j'ai pas une culture super-héros très, très développée. J'essaye de temps en temps, mais je suis perdue parce qu'évidemment, quand tu connais mal, je lis plein de reviews, etc. Ce que vous racontez quand les uns et les autres vous parlez, vous échangez sur plein de super-héros, ça m'intéresse. Là, sur la table, par exemple, j'ai Vision que j'ai très bien. Voilà, à lire, mais c'est la première fois que j'en lis. Mais j'ai lu quand même des X-Men par-ci par-là dans ma jeunesse, mais c'est plutôt de l'indé, les Love and Rockets aussi, qui... Juste série géniale, extrêmement mal publiée en France d'ailleurs, qui n'est même plus dispo. Donc voilà. Et puis au fur et à mesure en fait de vieillir et d'avoir plus de sous aussi, puisque c'est une question de budget aussi, de pouvoir en lire, de travailler maintenant dans le domaine, ça t'as un accès à plein d'autres bouquins auquel tu n'avais pas forcément accès si t'es pas... Parce qu'en plus, moi, je suis du sud-est de la France et j'avais pas de librairie VO à dispo, donc c'était compliqué, quoi. Ce qui est curieux, c'est que tu n'as pas d'accent du tout du sud-est de la France. J'essaye de me fondre dans la masse. D'accord. Ton premier travail de traduction, tu t'en rappelles? Vraiment le tout premier? Oui. C'était une bande dessinée en italien, parce que j'ai fait italien au collège, lycée, pour mon premier job dans une maison d'édition, et je suis pas sûre d'avoir envie de parler du titre. D'accord. Je pense que c'est honteux et qu'il faut pas réouvrir ce livre. Le premier travail que tu as kiffé faire le premier boulot sur lequel je me suis bien éclatée, c'est Birthright, puisqu'en fait Birthright est la série vraiment la première série sur laquelle je bosse depuis le tome 1. Donc c'est vraiment une série, c'est cool, ça se prend pas trop au sérieux, c'est de la bonne heroic fantasy qui marche bien et qui tâche pas trop comme beaucoup d'heroic fantasy, et c'est vraiment fun à traduire, et ça arrive bientôt à la fin, et j'attaque d'ailleurs la traduction du tome 9 là depuis cette semaine. Donc toujours aux éditions Delcourt avec qui tu travailles. Alors le métier de traduction, comment tu le définis? Comment est-ce qu'on pratique? Qu'est-ce que c'est vraiment pour toi la trad? Parce que, certes, tu passes d'un texte, tu le transposes dans une autre langue, ça on le sait, mais vraiment de ton point de vue, comment tu l'approches, comment tu l'abordes? Qu'il soit... c'est dur de mettre des mots sur ce qu'on fait. C'est dur de parler de son métier. C'est dur de parler de son métier. Non, écoute, d'être, comme j'ai dit toujours, d'être au plus près des intentions de l'auteur, de respecter le texte au maximum, avec évidemment parfois des moments où il y a des choses qui sont pas traduisibles en français sans adaptation. Donc essayer d'adapter pour que ce soit le plus juste possible, et voilà.
Parce que justement, tu utilises le terme adaptation, c'est-à-dire que vraiment, le but, c'est pas de faire à l'évidence que du littéral, c'est, enfin, Bah non, ce serait très mauvais. t'es pas t'es pas un logiciel, t'es pas un Google Translate, Non, parce qu'il y a un vrai travail d'autrice derrière, ouais. un vrai travail d'auteur dans cette activité. Cela dit, les IA qui font de la trad ont extrêmement progressé. J'ai des copains qui bossent dans ce domaine-là et c'est hyper intéressant de voir les progrès que les IA ont fait depuis 5 ans. C'est assez impressionnant, le deep learning, comment ça se passe. Mais effectivement, la traduction, c'est pas un boulot où j'arrive et je vais voir ma bulle et je vais dire « Ah bah tiens, il dit ça littéralement et je vais traduire ça. » Non, il faut que ça... Quand tu le lis, il faut que ça coule de source. C'est-à-dire que si jamais, quand tu es en train de lire une VF, tu sors du texte, ce que j'appelle, quand tu es en train de lire ton histoire et que tout à coup, il y a un truc, tu sens qu'il y a un truc qui va pas. Moi, c'est ce que j'appelle sortir du texte, c'est qu'il y a un truc qui a la traduction qui convient pas. C'est que du coup, ton adaptation est pas bonne. Donc l'idée, c'est d'arriver à trouver une voix en français au personnage qui soit le plus proche de celle en VO et d'adapter effectivement pour que ça sonne naturel. En fait, ce que je m'amuse à faire parfois, c'est de lire à haute voix la trad pour voir si ça colle. Parce que parfois, j'ai des doutes, forcément, t'as toujours des doutes. Et du coup, je me dis, bah tiens, si je le disais à l'oral, qu'est-ce que ça donne? Et effectivement, dans cette manière-là, tu te dis, ah, mais non, ça, c'est pas foufou, donc j'y reviens. Et c'est aussi important de revenir, en fait, sur ta traduction, comme tous les écrits. Dans l'idéal, quand t'écris, faut toujours laisser poser son texte. Enfin, moi, j'essaie de faire ça. Parfois, t'as pas le temps aussi. Laisser poser ton texte 24-48 heures et de revenir derrière avec un esprit un peu plus frais. De toute façon, pouvoir te corriger toi-même, c'est toujours hyper compliqué. Je veux dire, je fais un métier de correctrice aussi à côté, donc je sais de quoi je parle. Tu vas forcément voir les fautes plus facilement chez les autres que chez toi. Néanmoins, de relire ta traduction avec un œil un peu plus neuf permet de fluidifier certains passages que tu aurais mal adaptés, entre guillemets, quoi. Ouais, et pour avoir, en fait, j'imagine le fait que les phrases se lisent naturellement, en fait, que voilà, qu'il n'y ait pas... j'imagine que le pire, quand tu traduis de n'importe quelle langue en français, c'est de sentir qu'en fait, effectivement, c'est de la traduction. De se dire, merde, ouais, on voit que ça a été... voilà, qu'il y a un mécanisme qui rend la chose pas naturelle. Oui, tout à fait. Et puis, je crois que ça a été... Il y a eu des cas assez légendaires, il me semble, de traducteurs et traductrices en France sur des grosses licences qui ont fait des traductions assez littérales, qui aujourd'hui, c'est quand même vachement moins le cas parce qu'il y a une multitude de traducteurs, une multitude d'éditeurs et d'éditrices et de gens qui font un super boulot éditorial. Parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire que tu as le rôle du traducteur qui fait la matière première, mais derrière, tu as les éditeurs, les assistants et assistantes qui font des super travail, qui, eux, corrigent et réadaptent parfois aussi ton texte. Ils te préviennent quand ils le font? Bien sûr. Enfin, alors c'est variable. Moi, ça me pose... ça a été mon boulot avant, donc j'ai aucun problème avec ça. Ça dépend du timing, de la prod. Il y a des maisons d'édition où ça enchaîne tellement qu'ils n'ont pas le temps. Donc, t'envoies ton bouquin, t'envoies ta trad et juste tu reçois tes sous et tu recevras ton bouquin une fois qu'il sera imprimé. T'as des maisons d'édition où t'as un vrai échange avec l'assistant édito, où t'as une préparation de copie, ce qu'ils appellent, donc ils font une relecture, ils font des corrections, ils te soumettent les corrections, et ensuite tu travailles, s'il y a des trucs qui vont pas, tu dis « Ah mais attends, ça t'as raison, c'est pas mal, mais en fait je le verrai plus comme ça », donc c'est un vrai échange, ça c'est hyper intéressant parce que ça permet un super enrichissement de la trad, parce qu'on n'a pas la science infuse, et comme je dis toujours, une trad, une bonne trad, c'est aussi un ressenti subjectif. Tu as effectivement le respect du texte et pas raconter de la merde et faire bien attention. Néanmoins, X va pas forcément traduire comme Y. Ce sera des petites subtilités. Mais voilà, donc ça dépend aussi de ta manière d'écrire. Je veux dire, je le vois quand je fais mes trades, parfois quand j'ai des doutes, j'échange avec soit des copains traducteurs, soit avec mon conjoint, et je leur fais dire un passage, ils me disent « Même de toute façon, on n'écrit pas comme toi ». Je fais « Mais oui, mais dis-moi comment toi tu l'écrirais ». Et comme ça, moi, ça me permet de reformuler un peu la phrase, parce que je sens qu'il y a un truc qui ne va pas.
mais je j'arrive pas à mettre le doigt dessus comme il faut, quoi. Mm. Donc voilà. Et après, il y a des maisons d'édition où t'es en contact avec le lettreur et c'est lui qui fait la correction aussi et qui du coup va dire attends là ça va pas, ou tiens là t'as oublié une bulle, enfin voilà. C'est encore une autre manière de faire, c'est-à-dire qu'il va corriger, tu vas pas forcément relire tout ce tout ce qu'il a corrigé, mais il va te dire sur cette page-là, il y a ça, qu'est-ce que t'en penses? Je te propose qu'on change plutôt comme ça. Il y a aussi un paramètre important à prendre en compte et auquel on ne pense pas forcément, c'est que notamment de l'anglais au français, c'est plus long, ça s'écrit plus long. Ouais. Et ça, dans quelle mesure tu dois le prendre en compte quand tu vois ta BD, tu vois la taille de la case et tu as une formulation en anglais qui est très simple, qui prend 3 mots et tu te dis merde, mais en français, ça va en prendre 7. Et ben, tu apprends à jongler. Tu apprends à trouver des astuces. Là, forcément, c'est tout de suite plus compliqué. Après, il peut arriver que si vraiment t'es très coincé et que le résultat en français est plus long, le lettreur va potentiellement pouvoir un peu agrandir la bulle. Mais là, c'est triché, donc c'est pas bien. Enfin, c'est pas bien. Ça se fait, hein. Mais en fait, c'est un truc que tu apprends au fil du temps. C'est-à-dire que, oui, la langue française est plus longue que l'anglais. L'anglais arrive à dire de manière plus synthétique un certain nombre de choses. Et c'est, en gros, tu as à peu près 25% de plus quand tu fais une trad de l'anglais au français au niveau de nombre de mots. Donc, tu essaies de faire attention au maximum. Évidemment, t'es pas un robot, donc du coup, tu peux pas ne pas te tromper dans la longueur de ta phrase. Néanmoins, ça vient au fur et à mesure de l'expérience aussi. Et donc, si ta phrase est trop longue, bah, c'est à toi après si c'est toi qui fais les corrections avec l'édito, c'est à toi de retrouver une reformulation, ou alors c'est l'édito qui va faire une reformulation, quoi. Il y a aussi, j'imagine, une sorte d'équilibre à avoir entre le fait de vouloir respecter les intentions de l'auteur, respecter le texte, mais aussi le fait de se le réapproprier pour y coller un style aussi, et aussi parce qu'en tant que personne, tu vas effectivement avoir ta propre façon d'écrire. Oui, tout à fait. Et il faut pas oublier qu'un traducteur en France est un auteur. On signe un contrat d'auteur. C'est lié à la propriété intellectuelle. On touche des droits d'auteur sur les ventes. Donc effectivement, oui, c'est écrire. C'est pas notre texte à proprement parler, mais c'est quand même s'approprier le texte et donner une voix à ce texte. Effectivement, comme je disais. Machin va pas traduire comme moi je vais traduire ça dépend d'énormément de choses. Ça dépend, j'imagine, de ta compréhension de la culture, de comment tu écris, comment tu parles, dans quel milieu tu évolues, dans quel milieu les personnages évoluent aussi, de ton âge, parce que forcément selon ton âge tu as différentes manières de dire de l'argot, par exemple. Enfin voilà, c'est il y a beaucoup de choses à prendre en compte là-dedans. C'est-à-dire que par exemple, quand tu fais de la traduction de bouquins qui parlent d'adolescence ou des titres jeunesse, il faut avoir conscience que si toi t'es plus adolescent ou si t'es pas aussi jeune que tes personnages, qu'il faut se mettre alors un peu au fait de comment ils s'expriment. C'est ça, il faut arriver à être moderne, mais sans être ridicule, quoi. C'est pas simple parce que si t'as pas si tu connais pas comment tu fais, tu vas mettre des wesh partout. Bah non, en fait, tu fais et sinon, si tu sais pas, tu vas aller discuter avec des jeunes, avec des copains qui ont des enfants de ces âges-là pour un peu savoir tout ça, quoi. Mais bon, je pense que je sais pas comment les autres font, mais c'est essayer d'être effectivement le plus juste possible au niveau du ton, quoi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'aller contacter l'auteur original pour avoir un avis sur une formulation, sur quelque chose? Ouais, plusieurs fois. Ça m'est arrivé, d'ailleurs, ça m'est arrivé sur Alienated, là, pour être sûr, parce qu'en anglais, il y a effectivement, l'anglais est plus synthétique que le français, mais avec l'argot ou le langage oral, ils peuvent dire un même mot ou une même expression peut dire plusieurs choses différentes. Et là, il y avait 2 bulles
où je voulais m'assurer que j'avais bien compris le sens. Et du coup, je lui ai demandé à Simon si... parce qu'en fait, je suis amie avec Chris, le dessinateur de Alienated, qui m'a donné le contact de Simon directement. Et je lui ai demandé deux phrases. Birthright aussi, je crois que j'avais posé la question à l'auteur. Je me souviens plus du tout, c'était au début. Voilà, mais c'est assez rare, mais c'est plaisant quand même de pouvoir avoir accès à celui ou celle qui écrit les bouquins. Comme ça, si jamais t'as un questionnement, c'est plus simple de passer, alors soit en direct si tu as la possibilité, sinon passer par l'éditeur, ça marche aussi, quoi. Ouais. Dans ton approche du travail, qu'est-ce que tu préfères faire quand tu as un bouquin à traduire, tout simplement? Est-ce que tu le lis et tu le traduis au fur et à mesure, ou tu préfères d'abord avoir une lecture complète sans te soucier, juste pour t'imprégner de l'histoire, et ensuite revenir chapitre par chapitre, refaire, ou peut-être que tu commences par le chapitre 6 et tu... non, quand même pas. Enfin, vraiment, quelle est ton approche? Parce que tout le monde ne fait pas forcément pareil, mais quelle est ton approche? En général, j'essaye de au moins lire une première fois le texte. Pour avoir un aperçu global du truc, parce qu'il peut effectivement arriver des choses au personnage à la fin qui peut changer ta manière de formuler les choses. Quand je suis vraiment prise de court et que j'ai une semaine pour faire la trad, ce qui est rare, mais ça arrive, je vais faire ma première trad. Mais ça, je le fais ça, je le fais quelle que soit la manière de si si je lis ou pas le texte avant. Je fais une première trad où je traduis tout. Paf, j'appelle ça au kilomètre. Et ensuite, je laisse poser et j'y reviens. Mais cela dit, de toute façon, au cours de ta traduction, t'as pas oublié ce que t'as écrit au début. Donc, s'il y a des choses qui évoluent sur ton personnage, sur la manière sur des enfin, j'ai pas d'exemple en tête comme ça, mais du coup, tu reviens tout de suite, ou tu te mets des notes ou des petits commentaires en te disant attention, ça, faut que j'y pense, faut que j'aille vérifier que, parce qu'il y a parfois des textes qui se répètent dans le premier chapitre que tu vas répéter dans le dernier chapitre, et du coup, tu dis ah putain, comment est-ce que je l'avais. Oh, pardon. Encore un. On va mettre une jarre à gros mots. Une jarre à gros mots spéciale pour Marie-Paul. En plus, j'essaye de plus dire ce gros mot-là, quelle honte. Et tu dis ah oui, comment est-ce que j'ai formulé cette phrase-là, donc tu vas le chercher, donc c'est des allers-retours constants aussi sur le texte que tu as écrit, quoi. C'est quoi le plus difficile alors? Qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est même aussi dans l'approche un peu littéraire des auteurs qui sont américains ou anglais, qui n'ont pas forcément la même façon d'écrire. C'est plus compliqué d'avoir des textes vraiment qui sont plus soutenus, ou c'est quelque chose que tu apprends aussi à maîtriser avec le temps? Non, c'est plus compliqué quand les textes sont plus soutenus, forcément. Parce que... Enfin, si, c'est plus compliqué parce que je me mets un peu une pression en plus. Parce que je me dis, oh là là, le texte il est soutenu, ça va être lu par des gens qui vont faire attention au style, donc il faut vraiment pas que je me gourre là-dedans. Mais ce qui est en fait, en disant ça, je réalise que c'est aussi vrai pour un texte moins soutenu, qui ne veut pas dire qu'il sera plus mal écrit. Non, loin de là. C'est juste que là aussi, il faut tout le temps faire attention. Le plus difficile, c'est la première fois de traduire un ou une nouvelle autrice, puisqu'ils ont tous leur manière différente d'écrire, et du coup d'arriver à s'approprier la voix de l'auteur ou de l'autrice est pas évidente, parce que tu sais pas trop si ça va être si ça va bien coller, si ça va aller, si ça va être naturel, etc. Donc je pense que c'est surtout ça le plus dur. Après c'est pour l'instant, alors j'allais dire pour l'instant j'ai fait que du comics, et non, en fait j'ai déjà traduit de la prose, donc au final ça aussi c'est plus impressionnant entre guillemets, parce que c'est pas juste entre guillemets des bulles à traduire. Je ne dénigre absolument pas le travail de traduction de comics versus le travail de prose, c'est juste plus long. Mais ouais, je pense que c'est ça, c'est vraiment découvrir un nouvel auteur et réussir à s'approprier sa voix. Ouais. Alors j'imagine que c'est plus simple si tu traduis toujours la même personne, plutôt que si tu passes d'un titre à l'autre, et donc d'un auteur à une autrice à un autre auteur parce que tu as aussi le risque que toi-même, en fait, tu imposes ton même style à plein d'auteurs qui pourtant entre eux n'ont rien à voir. Oui, mais c'est ça, et c'est là où c'est
plus facile de garder effectivement le même auteur. Néanmoins, je pense que du coup, tu t'endigues un peu dans un style et ça n'enrichit pas ton écriture. Je sais pas si je suis claire. C'est-à-dire que de passer de plein d'auteurs différents, d'avoir plein de voix différentes, et donc ce n'est pas ma voix qui va être sur le papier, c'est sa voix via ma voix. C'est à moi de m'adapter à la prose de la personne qui a écrit. Et en ça, c'est plus enrichissant. C'est plus rigolo, effectivement, sur l'exercice à faire, mais c'est plus enrichissant sur les manières d'écrire. C'est parce que tu as effectivement le ton de l'auteur, la manière dont il écrit, mais tu as aussi les personnages, comment ils parlent, puisque un même auteur peut très bien écrire de manière complètement différente selon le sujet qu'il aborde et les lecteurs avisés. Donc ça, c'est hyper intéressant et ça évite de te rentrer dans une petite routine de « oh bah tiens, c'est mon tome 50 de telle série, c'est bon, je connais par cœur. » Mais c'est aussi reposant parce que du coup... Ça va plus vite aussi. Ça va plus vite. Enfin, j'imagine que tu traduis un Birthright tome 9 plus rapidement que quand tu faisais le tome 2. Oui, tout à fait. T'es habitué. Ouais. J'avais une question aussi à te poser par rapport justement à ce que veut dire l'auteur. Bon, alors c'est une question rhétorique parce que j'ai la réponse, mais je voudrais qu'on développe un petit peu cet aspect-là, que tu penses que justement il faut aussi choisir les traducteurs et les traductrices un peu en fonction parfois de ce dont l'œuvre parle. Oui, moi je suis pour effectivement être vigilant sur les textes à qui tu les confies. C'est-à-dire que tu peux difficilement confier un texte qui va parler de discrimination et sur des populations qui en prennent déjà plein la figure à l'année de partout à quelqu'un qui n'a pas d'affinité avec ces personnes-là et qui est même contre parfois contre ces personnes-là et qui peut je sais pas si c'est exprès ou pas, je ne suis pas dans la tête de ces gens, donc je peux absolument pas parler pour eux, mais et qui peut arriver de faire des mauvaises traductions, voire même des blagues assez malvenues sur ces textes-là. Donc pour moi, effectivement, c'est important de faire attention à ce qui est raconté dans le bouquin, ce qui va véhiculer comme message et la personne qui va s'en occuper. Parce que malheureusement, c'est déjà arrivé, et on en a déjà parlé, il y a des textes qui ont été mal traduits et qui continueront à être mal traduits parce que malheureusement aussi, il y a le problème de beaucoup de production, beaucoup de titres, pas forcément le temps de lire toute ta prod et donc de faire attention à ce qui est dit dans les bouquins. C'est pas bien. J'aimerais bien qu'ils puissent que certains éditeurs puissent un peu réduire leur production pour que justement ils aient le temps de faire ce travail-là aussi, parce qu'il est hyper important, en tout cas à mes yeux, quoi. C'est compliqué d'être traductrice dans ce milieu, qu'on sait quand même essentiellement masculin. Là aussi, c'est une question un peu rhétorique, évidemment. Alors oui, après le bazar qu'on a eu en décembre sur une mauvaise traduction, enfin moi je considère une pas bonne traduction, et que d'aucuns diront que mais non, mais c'est pas vrai, il y a vachement plus de traductrices et qu'avant. Oui, il y a plus de traductrices, la preuve, je fais petit à petit de plus en plus de titres. Il y a de nouvelles traductrices qui sont embauchées dans des maisons d'édition, par des maisons d'édition avec une vraie volonté d'avoir des traductrices, mais oui, à la base. Et effectivement, il y a 40 ans, 30 ans, il y avait plus de traductrices que de traducteurs, mais c'était il y a 30 ans, en fait, je m'en fous. On est en 2021, et en 2021, c'est quand même mieux qu'il y a 5 ans. Disons-le, il y a 5 ans, les poules de traductrices étaient réduites à un peu une peau de chagrin. Il y a plus... là, évidemment, tout ce que je dis, c'est plus dans les comics de super-héros, etc. Après, dans les maisons indé, etc., il y a quand même plus de femmes qui sont embauchées pour les traductions. Et en roman graphique
et pas que sur les comics comme on entend. Moi, j'appelle comics toute bande dessinée américaine, mais souvent les gens ont tendance à faire une dichotomie entre comics super-héros et après romans graphiques, donc toute la partie indé. Donc il y a de plus en plus aujourd'hui de traductrices, je dis autrices, mais c'est de traductrices, et c'est super. Mais c'est aussi compliqué d'arriver à se faire une place dans ce milieu. Parce que quand t'as pas pignon sur rue, forcément c'est plus compliqué. Hein, il faut que tu ailles démarcher les maisons d'édition. Donc, et puis quand t'as pas beaucoup de titres à ton actif, c'est plus compliqué aussi de montrer que tu sais aussi bien bosser qu'un mec, quoi. Et tu peux, il faut. Enfin, voilà, c'est comme tout boulot, je pense. Hein, de toute manière, c'est par rapport à ton expérience, ce que tu as fait et que tu peux leur montrer, voilà, j'ai traduit ça. J'aimerais bosser sur d'autres choses. Est-ce que vous avez du travail pour moi? Et souvent, on nous dit oui, mais j'ai pas. Pardon, je veux pas déshabiller Paul pour habiller Jacques. Et souvent, j'ai envie de leur répondre ouais, mais en fait, faire un renouvellement un peu de vos traducteurs, ce serait pas mal pour éviter surtout certains écueils, certains problèmes comme il y a eu justement ces derniers temps sur des traductions. Et comment est-ce qu'on peut essayer de changer ça? Alors, c'est quelque chose que seuls les éditeurs en fait ont pouvoir de faire en allant juste regarder. Enfin, du coup, l'idée c'est quoi? C'est de pas se reposer sur des acquis, c'est-à-dire j'ai X qui est traduit depuis 15 ans chez nous, donc on va continuer à lui donner tout ce qu'on fait. Ouais. Oui, entre autres, c'est effectivement de la responsabilité des éditeurs d'essayer de faire. Alors, je dis pas non plus qu'il faut enlever toutes les traductions, enfin le travail traducteur, ça reste un métier d'auteur, donc ça reste un métier précaire, donc ça il faut pas l'oublier. Je suis pas en train de dire que il faut virer tous les traducteurs masculins du métier, parce que surtout il y a des bouquins que ça me ferait un peu suer de les traduire, disons-le clairement, comme eux ça les ferait suer, je suis sûre, de traduire des bouquins féministes par exemple, quand ils sont pas du tout pro alliés, quoi. Et donc oui, c'est aux éditeurs d'essayer de changer ça, mais c'est aussi à nous d'être plus visibles, de faire de la com, comme là aujourd'hui on parle, tu vois, moi traductrice, je viens raconter comment ça se passe et ça fait partie d'un travail de visibilité, c'est-à-dire que plus tu es visible, plus les gens vont peut-être penser à toi. Donc oui, il y a tout un travail. Après, j'ai oublié le début de ta question. C'était sur la responsabilité des éditeurs vraiment à pouvoir mettre plus, à pouvoir diversifier le pool de traducteurs et de traductrices. Ouais, après il y a des nouvelles générations d'éditeurs qui arrivent, qui du coup, eux, ont une vision quand même plus diversifiée de l'édition. Aussi bien au niveau des titres à publier que de la manière de faire les livres avec les acteurs, des prestataires et des acteurs divers. Puis quelque part, ça se ressent aussi un peu dans la prod, puisque les auteurs, autrices et artistes, eux aussi, évoluent et que justement les nouvelles générations sont plus au fait de certaines thématiques. C'est ça. Il y a... Et puis, alors c'est de moins en moins le cas, mais dans les maisons d'édition, quand même, une majorité de postes à responsabilité restent quand même masculines. Néanmoins, c'est en train d'évoluer. Donc, il y a ça aussi. C'est-à-dire que si dans les maisons d'édition, tu as de plus en plus de femmes qui prennent des postes importants, je me dis que peut-être il y a une chance pour que petit à petit, on s'ouvre plus aux autrices et pas que nous cantonner à de la fiction jeunesse, parce que c'est pas parce qu'on est nana qu'on sait pas écrire de l'heroic fantasy, qu'on sait pas écrire autre chose que notre quotidien futile narcissique ou des choses de gamin, quoi. C'est-à-dire que tu as aussi un stéréotype de genre en fait par rapport aux œuvres, c'est-à-dire que voilà, même si je reste sur le super-héros, on va dire bon Mary-Poppins, on va te mettre sur Starfire et sur Batgirl. C'est ça. Et pas sur Batman ou Superman. Voilà, c'est ça. Donc c'est quelque chose que tu as vécu. Ouais. Alors moi vécu non. Néanmoins, tu le remarques en fait dans. Alors, en fait, si peut-être je l'ai vécu.
par rapport à certains titres sur lesquels j'ai bossé. Et je suis très, très, très contente d'avoir bossé dessus. C'est pas du tout le propos. Mais effectivement, maintenant que je le dis, peut-être que j'ai été un peu cantonnée sur cette collection-là, à ce type de titre-là, et pas un genre différent, un peu plus homme. Si tant est qu'on puisse attribuer un genre sur ça. Donc, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on peut pas écrire sur tout, quoi. Et c'est des messages que tu as essayé de porter au sein du milieu de l'édition, et comment ça a été reçu? Non, pas trop. Ça encore, ça c'est pas encore un message que j'essaye. Pas. Je l'ai déjà dit à un éditeur que j'étais capable de traduire autre chose que ça. Ça n'a pas eu d'effet pour l'instant sur cet éditeur-là. C'est vrai que c'est en parlant aujourd'hui que je réalise qu'en fait, il y a ça aussi sur lequel il faut qu'on arrive à travailler. Donc je m'efforcerai effectivement dans le futur d'apporter ce message-là, et on verra si ça aide. Il y a aussi la question de la visibilité des traducteurs par les éditeurs en VF. C'est-à-dire que quand tu prends un super-héros de comics, un comics de super-héros, pardon, je suis fatiguée, je passe du café. Souvent, faut que tu ailles chercher dans les crédits écrits en tout petit à la fin du bouquin qui est-ce qui a traduit le truc. Ouais. Sauf qu'en fait, au final, moi, selon qui a traduit le bouquin, je vais le lire ou je vais pas le lire. Donc pour moi, c'est aussi important en fait que l'auteur VO. Donc il y a des éditeurs qui font pas du tout un travail de visibilité des traducteurs, et ça c'est dommage parce que c'est un métier du coup invisible, presque un métier fantôme. Pour certains éditeurs, oui. Il y a un éditeur qui déteste par exemple que ses traducteurs fassent ce que je suis en train de faire, tu vois, se mettre un peu en avant par rapport au bouquin. Alors que non, en fait on a bossé dessus, on a fait le travail de traduction, donc et ça vaut aussi pour le travail de lettrage qui est hyper important, ça vaut pour le travail de maquette qui est encore plus invisibilisé. Tu vois, c'est juste marqué copyright machin bidule. Je vais pas citer de maison d'édition parce que j'ai pas envie de me fâcher avec qui que ce soit, mais voilà, donc c'est aussi plein de métiers fantômes entre guillemets qui sont tout aussi importants, et souvent malheureusement dans l'édition de comics, ce qui est mis en avant c'est l'éditeur. Ouais. Et j'insiste sur le masculin parce que malheureusement majoritairement l'éditeur de comics en France c'est du mec. Oui, c'est pour ça que même dans First Print, faut reconnaître qu'on n'a pas énormément de voix féminines non plus dans les métiers qu'on aborde. Mais c'est aussi en train de changer. Mais c'est aussi en train de changer. Pareil, nouvelle génération, moins de vieux culs à la tête de maisons d'édition et qui commencent un peu à comprendre. Bonjour les vieux culs, je vous embrasse. Voilà. Et qui du coup... Est-ce que c'est du sexisme ordinaire ? Je sais pas, je peux pas dire. Est-ce que c'est lié à ton carnet d'adresse, à ton expérience, c'est à plein de choses. C'est un ensemble, c'est multifactoriel en fait. Il n'y a pas un blâme à attribuer forcément. C'est un système qui est en place mais qui découle de dizaines d'années d'un milieu. C'est ça, donc voilà, je me dis que on progresse petit à petit, ça change. Évidemment, ça change pas aussi vite que ce que j'aimerais, mais c'est pas grave, au moins ça change. On parle un peu d'Alienated. Allez. Comment t'es tombé sur ce bouquin ? Qu'est-ce qu'il a fait ? T'es allé rencontrer du coup Monsieur Sullivan Rouault là-dessus. Ça s'est fait comment là, un peu ? En fait, iComics l'année dernière, c'était l'année dernière, a fait un appel. C'était en 2020, cette année qui existe quand même. Oui, on est en 2021. Je vais y arriver. L'année dernière, ils ont fait un appel sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils voulaient embaucher spécifiquement des traductrices. C'est vraiment une volonté de la part de Sullivan, donc de diversifier son pool de traducteurs. Et il nous a fait passer, je ne sais pas combien est-ce qu'on était, on nous a fait passer plusieurs des tests. C'était sur Invisible Kingdom, je crois qu'on l'a passé. Ok. Donc de J. Willow Wilson et Christian Ward, Eisner Award, tout ça là. Très chouette, très chouette. Titre. Et puis voilà. Et puis ça c'est, moi j'ai passé le test que j'ai réussi.
Et puis, comment est-ce que... Si, parce qu'en fait, ouais. Après, j'ai passé le test, c'était cool, c'était bien passé. Et quelques semaines plus tard, Christian Walguz, donc le dessinateur de Alienated, m'a dit « Ah, mais c'est trop cool, ça y est, Boom a vendu les droits en France. » Et je lui dis « Mais c'est chez qui que ça a été vendu ?» Et du coup, il m'a dit « C'est chez iComics. » Et j'ai envoyé un message à Sullivan en lui disant « Au fait, dis, le test que tu nous as fait passer, c'était dans l'idée, c'était pour embaucher des traductrices, mais est-ce qu'il y avait un titre en particulier sur lequel tu pensais me mettre ou quoi ? Parce que si jamais Alienated, ça serait hyper bien parce que c'est vraiment chouette et en plus, connaissant l'auteur, c'est un autre truc. Et il m'a dit, ah bah oui, ça tombe bien, c'était celui-là sur lequel je voulais te mettre et voilà. Ça parle de quoi ? Ça parle de quoi ? Ça parle de 3 ados qui n'ont absolument rien à voir, qui se connaissent, qui vont au même lycée, mais qui n'ont aucune affinité les uns, avec aucun des 3. Qui, sur le chemin du lycée, par hasard, se retrouvent à marcher tous les 3 dans la même forêt au même moment, en se parlant plus ou moins. Et ils tombent sur une espèce de truc un peu chelou, un peu créature, un peu bizarre, une espèce d'œuf, ils ne savent pas trop quoi. Forcément, c'est des ados, ils sont curieux, ils vont toucher. Et ils se retrouvent tout à coup avec un lien télépathique. Juste en ayant touché ce truc-là dans la forêt qui est hyper... qui faisait plein de lumière et qui était assez fascinant. Et ben ça devient vite un peu la cata parce que t'es un ado, t'as un lien télépathique, t'entends tes 2 autres personnes qui pensent à des trucs différents toute la journée, t'as de quoi devenir fou assez rapidement. Et puis, en fait, ils retournent dans la forêt et la créature est en train de sortir de son œuf. Et de là, il va se passer plein de trucs. Bah, c'est des ados, donc ils vont faire aussi bien de la merde que des trucs cool. Mais ça va pas aller de mieux en mieux. On va dire, leurs actions, c'est des mômes, donc ils sont en train de grandir, de se chercher. Ils sont à la fois envieux, ils sont déprimés, ils sont heureux, ils sont malheureux. Voilà, donc c'est en colère. Donc il se passe plein de trucs. À cause ou grâce à la créature qui exacerbe en fait tout ce que eux auraient vécu en tant que juste ados et bah, il se passe des trucs pas cool quoi. Comment t'abordes justement un titre qui parle comme ça d'adolescence et de façon si frontale et si particulière ? Est-ce que ça t'a un peu ramené à ta propre adolescence ? Non, ça fait trop longtemps que j'étais adolescente. Tu exagères. Ouais, alors j'ai vécu une adolescence plutôt cool, donc j'ai pas trop eu tous ces problématiques qu'ils rencontrent au fur et à mesure de l'histoire. T'essayes d'aborder ça avec un œil neuf, et là voilà, pour le coup le ton c'est des ados, donc il faut faire gaffe à comment tu parles, il faut pas j'ai l'âge que j'ai, donc je parle pas comme un ado de 15 ans aujourd'hui. Donc j'ai essayé d'être le plus moderne possible dans l'écriture, sans mettre des wesh partout. Je sais pas si j'en ai mis un. J'ai peut-être mis Non, il n'y a pas de wesh. Il n'y a pas de wesh. De mémoire, il n'y a pas de wesh. J'ai oublié alors de mettre un wesh. mais voilà, donc j'ai essayé Après, il y a des thèmes qui sont abordés qui peuvent très bien t'arriver aussi bien ado qu'adulte. Donc ça, c'est pas ça change pas grand-chose. Il y a des choses qui me sont arrivées après qui peuvent être qu'on peut retrouver dans ce que raconte Simon Spurrier dans ce bouquin. Il y avait des spécificités, enfin, du coup, par rapport justement à cette volonté d'être moderne sans avoir l'air justement d'être un vieux qui essaye de faire jeune, et sans dire que t'es vieille non plus. Non, c'est bon, c'est noté, ça y est. Non, de toute façon, moi j'y serai bientôt aussi, quoi, donc il n'y a pas de souci. Mais ouais, justement, il y a des recherches à faire sur quelque chose, c'est comment c'est. Non, comment pour ça le se coup, travaille non, c'est ça a assez coulé de source en fait, cette écriture-là. Il y a des écritures où ça va être un peu plus ardu. Pourtant, c'est très bavard, tu vois. Donc, je m'attendais, comme c'est très bavard. Enfin, c'est bavard, je dis que c'est très bavard. Faut pas que vous ayez peur de le lire. C'est très fluide, donc ça marche bien. C'est des ados qui ont plein de questions, donc c'est normal que ce soit bavard. Et donc ça peut arriver que tu sois un peu
un peu coincé parce que c'est bavard, parce que tu dis oh là là, il a encore fait un pavé texte. Et là, en fait, là, non, c'est vraiment comme le ton et la manière de raconter était vraiment bien fluide en anglais. La traduction a vraiment coulé de source assez facilement. C'est-à-dire que tu le ressens quand tu fais de la traduction entre un auteur qui écrit bien et quelqu'un qui écrit mal. Ah bah oui, forcément. Si tu butes sur le texte d'origine, ça va être plus compliqué. Tu le feras quand même, mais ça sera moins plaisant à faire qu'un auteur qui écrit bien. C'était déjà arrivé de vouloir jeter l'éponge sur un truc que t'aimais vraiment pas. Alors bien sûr, on va nommer personne, mais... Oui, ça m'est déjà arrivé. D'accord. Et est-ce que dans les thématiques aussi, c'est quelque chose sur lequel t'avais alors du coup c'est cette titre? Oui. Ouais, mais je vais pas en parler vraiment parce que ça spoil un personnage, entre autres. Donc, Alors, je propose que l'on mette une balise spoiler, puisque c'est quand même c'est bien d'aller au fond des choses quand même avec nos podcasts Super Friends. Donc, si vous n'avez pas encore lu Alienated, je vous conseille de quitter le podcast à partir de maintenant, puisqu'on met un spoiler alerte. Et puis voilà, donc au revoir. Et pour ceux qui n'ont pas peur d'aborder le fond des choses, on peut y aller maintenant. Les gens sont prévenus. Ça va. Bah oui, notamment, il y a le personnage de la nana qui malheureusement a vécu, qui a vécu enfin, la jeunesse rock'n'roll qui a un petit ami qui ils ont leur relation sexuelle et manque de bol, elle tombe enceinte et elle tombe enceinte et il y a toute la question de est-ce que je garde l'enfant, est-ce que je le garde pas, est-ce que je le garde, qu'est-ce que j'en fais, est-ce que je le donne à l'adoption, est-ce que je le garde et je deviens une mère-fille et du coup je fous tout en l'air ma vie. Enfin ça c'est la société aussi qui te dit que tu vas tout foutre en l'air si t'as un gamin quand t'as 15 ans. Enfin tu fous en l'air dans le sens où tu vas pouvoir tu t'enlèves toutes les chances que tu peux avoir si t'as pas d'enfant quand t'as 15 ans. Et donc il y a toute cette problématique là qui est abordée sur Samantha et je pense que c'est important effectivement d'avoir quelqu'un qui soit moi je suis totalement pro-avortement etc. Enfin je suis militante féministe, je travaille dans une association où je suis chargée de projet droits des femmes, donc je travaille sur ces thématiques d'IVG, de droit à la vie, de violence etc. Et donc oui pour moi c'est important que ce personnage-là ait été écrit par quelqu'un qui puisse qui soit en accord avec ce qui est dit. Il y a aussi le fait qu'elle se retrouve à affronter cette grossesse toute seule parce que c'est des mômes. Et que le mec se barre. Le mec se barre, mais enfin bon, après ils arrivent à discuter, etc. Et c'est des mômes, mais ils sont pas prêts. En vrai, personne n'est prêt, je pense, à devenir parent pour la première fois. Mais t'as 15 ans, à 15 ans, t'es encore en train de te demander... 14 ans, enfin voilà, que ta première relation sexuelle, ton premier baiser, je sais pas, les mecs, t'es amoureuse de X, Y, Z, que ce soit une meuf, un mec, un non-binaire, enfin, t'es pas du tout dans la projection de... je vais avoir un gamin et qu'est-ce que je vais faire de cette responsabilité-là, quoi. C'est-à-dire que plus d'être... alors, mais ce que je me dis que... bon, forcément, la question de la maternité, le fait de tomber enceinte, effectivement, je pense qu'il n'y a qu'une femme qui peut l'aborder. Par contre, tu peux très bien te dire... Alors oui et non, c'est-à-dire que l'homme aussi, c'est différent Non, mais dans le ressenti, dans ce que tu peux ressentir ou de comment tu... Il y a quand même une sensibilité que, désolé, je ne pourrais pas avoir sur ce sujet. Mais après, c'est marrant parce que Simon Spurrier... c'est un mec et qu'il arrête. Donc tu as quand même trouvé qu'il arrivait à bien parler de ce sujet-là. Je trouve qu'il a bien parlé du sujet effectivement de l'adolescence, de la découverte de la sexualité, effectivement, si tu fais pas gaffe, voilà ce qui peut arriver en fait. Il y a effectivement, tu peux tomber enceinte, tu peux choper des IST, tu peux, enfin voilà, il y a plein de conséquences et malheureusement, ça pointe aussi du doigt que encore aujourd'hui, dans les années 2020, la responsabilité de faire attention à la sexualité dans notre société, ça incombe à la femme. Et en fait, non, on est deux au moins
dans le processus, dans l'acte sexuel. Et donc il n'y a pas de raison que ce soit toujours la meuf qui fasse attention. Mais voilà, donc Simon a réussi à écrire ça très bien et très justement, et ça montre aussi que tu n'as pas besoin d'être une femme forcément pour écrire ce genre de choses, et inversement. Donc ça Parce que c'est un peu quelque part le danger en fait, ou la simplification à l'extrême de dire bah voilà, il faut une femme pour traduire une femme, il faut et à l'infini quoi. Voilà, c'est-à-dire vraiment avoir chaque fois une personne ultra concernée par quelque chose pour pouvoir en faire la traduction. C'est pas non plus ça. C'est pas non plus ça, parce que un traducteur c'est un travail, et traducteur c'est un travail, donc c'est être professionnel et savoir, comme je disais, respecter le texte et le message, et donc t'as pas besoin de... Si t'es une femme, tu vas pas forcément traduire que des femmes, quoi. Donc, parce que sinon ça rejoint même cette thématique, le fait de vouloir te cantonner à un genre ou à un registre, et te dire bah voilà, bon bah t'es une femme, donc c'est la même chose de dire tu vas traduire que des autrices, que tu vas traduire que du bad girl. Et en même temps, alors j'ai évoqué évidemment le c'est complexe, de toute façon, c'est très complexe. C'est une question de nuance. Voilà, c'est ça. J'ai évoqué le personnage de Samantha dans Alienated parce que effectivement c'est le cas le plus évident. Néanmoins, il y a quand même des choses qui se passent au niveau des deux autres personnages, deux autres garçons. Il y en a un qui a vécu une histoire compliquée avec son père, l'autre qui est compliqué avec sa mère. Je pense qu'il fallait quand même avoir quelqu'un pour la traduction qui soit capable d'apporter de la nuance, de la subtilité à tout ça, sans faire des blagues ou d'être un peu gros sabot, ou voilà, parce qu'il y a beaucoup de thèmes abordés. Il y a le harcèlement aussi qui est abordé, il y a l'homosexualité. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont abordées dans ce bouquin qui pouvaient pas être confiées à n'importe qui. Des gens qui en auraient rien à foutre. Voilà, c'est ça. Ou qui sont homophobes, ou qui sont misogynes, ou ce genre de trucs. D'accord, très bien. On va s'arrêter là. De toute façon, ça fait déjà bientôt. Bah, ça va, ça fait bientôt 1 heure qu'on est ensemble. C'est le format des Super Friends de façon générale. Un petit mot pour la fin. Qu'est-ce que tu peux nous dire en général? Les gens nous écoutent quand le podcast sort, donc on est un peu... Alors, le propos ne changera pas, il reste intemporel, donc on vous invite à partager cette émission n'importe quand. Mais aujourd'hui, en février 2021, Marie-Paul, quels sont tes projets à venir? Sachant qu'il y en a un qui sera abordé dans un futur podcast très rapidement, mais sinon. Là, je viens de finir donc la traduction de The Plot, tome 1 chez iComics. Qui a été annoncé, effectivement, pour cet été, je crois, chez iComics. Ouais, je crois que c'est ça, j'ai rendu donc, la semaine dernière. Là, j'attaque donc la trad du tome 9 de Birthright, qui sortira, j'imagine, cet été aussi. En général, c'est le délai qu'on a. Et le gros travail de trad qui m'attend derrière, c'est la traduction de l'autobiographie de Trina Robbins, qui sortira chez Bliss. Voilà, donc Last Girl Standing, à l'heure où on enregistre ce podcast, où on le publie, le projet est déjà en ligne au terme d'une campagne de crowdfunding. On en reparlera d'ici quelques jours pour un podcast spécial à cette occasion sur First Print. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté cette invitation pour pouvoir parler de ton métier. Donc pensons que la traduction, voilà, c'est pas une mince affaire et que c'est important pour la vie d'un bouquin. Et on espère pouvoir continuer d'évoquer aussi ces métiers un petit peu fantôme dans la production du comics dans le cadre d'autres formats Super Friends. Donc merci encore. Merci à toi. Mais de rien, voilà, de rien. C'est mon taf. C'est la vocation de ce podcast et ça fait plaisir. Donc vous pouvez partager cette émission et partagez-la beaucoup, les Super Friends. C'est des formats qui nous tiennent vraiment à cœur sur First Print. Et puis on se dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut!